ce chapitre, nous allons voir c'est quoi les créances, quelles sont les classifications des créances, quel contrôle interne à instaurer, comment instaurer un contrôle interne fort, satisfaisant, fiable. Les éléments de contrôle interne qu'on va voir dans ce chapitre-là, c'est la séparation des tâches, c'est la politique de crédit, c'est le contrôle des marchandises expédiées, c'est le système automatisé qu'on va utiliser qui doit être un système d'information fiable, efficace et efficient. Quel est le système de recouvrement et le contrôle de la radiation des créances qui deviennent irrécovrables. Et à la fin, nous allons voir la partie concernant la comptabilisation des transactions relatives aux clients et surtout les réductions qui sont de deux types. Réduction financière et réduction commerciale. Le reste du chapitre, je vais vous laisser le lire avec le chapitre que je vais vous déposer, vous envoyer cet après-midi ou bien ce soir. Okay? Donc, l'objectif de ce chapitre-là, c'est de distinguer, comme j'ai dit, les différentes sortes et différents types de créances. C'est quoi le principe du contrôle interne? S'il y a un bon contrôle interne fiable, efficace qui est instauré, vous allez minimiser les risques. Sinon, vous allez avoir de gros problèmes dans le recouvrement de vos créances. C'est quoi une créance? Une créance, c'est quand vous allez vendre à un client, ce client-là, soit il va vous payer une partie et le reste sera recevable dans le futur. Ça veut dire que vous allez accorder des délais de paiement dans le futur. Ou bien, vous avez vendu un service ou un produit à un fournisseur et la totalité du montant de la facture ne sera pas payée et sera recevable dans le futur. D'accord? Quand, juste entre parenthèses, dans les offres d'emploi, quand vous voyez parmi les tâches demandées chez un comptable à recruter, vous voyez compte payable et compte recevable. Compte recevable, c'est les créances. D'accord? C'est tout ce qui est à recevoir. Compte payable, c'est les créanciers, c'est les dettes, les choses qui doivent être payées, comme les fournisseurs, les taxes, les salaires, etc. D'accord? Donc, je reviens à la notion de la créance. Quand vous donnez un délai à un client pour régler une vente, vous, le vendeur, vous deviendrez son créancier. D'accord? Vous qui avez vendu la marchandise ou bien un service et que vous n'avez pas été payé, vous êtes devenu un créancier vis-à-vis de votre client. D'accord? Et le client, normalement, constitue une créance à recevoir. D'accord? Il y a une très bonne définition donnée par le manuel. Il dit, on qualifie de créance une somme due par un débiteur. Ça veut dire que quelqu'un qui doit de l'argent à un créancier. Celle-ci, la somme, constitue donc un actif pour le créancier. Comme vous voyez, l'actif courant, l'actif là où il y a l'encaisse, vous allez voir compte recevable.
dans le compte recevable, ben, vous allez mettre tout ce que vous attendez à recevoir dans le futur et qui doit être classé dans l'actif à court ou à long terme selon son échéance. Les créances les plus courantes sont présentées dans la figure 3.1 que vous allez voir dans le manuel. Maintenant, quand vous allez accorder des délais de paiement, quelle est la répercussion sur les créances, la récupération des créances sur votre trésorerie? C'est vrai que la majorité des fournisseurs, des vendeurs, ils cherchent à fidéliser les clients à travers une politique d'octroi de délai de paiement, de facilité de paiement. Mais ça engendre aussi des impacts, des conséquences sur votre trésorerie. Regardez le service que vous avez fourni, la marchandise que vous avez vendue. Vous avez déjà payé, déjà déboursé des montants de l'argent pour les avoir. Donc, il y avait une sortie d'argent de votre liquidité, de votre trésorerie. Alors que le client à qui vous avez vendu un service, rendu un service ou vendu un produit, eh bien, vous devez attendre. Vous devez attendre. Eh bien, en attendant la réception, la perception du paiement et le moment de l'achat, ce vide-là, il faut le combler par quelque chose qu'on appelle, est-ce que vous savez comment on appelle la chose qu'on va utiliser pour dépanner, entre parenthèses, ce décalage entre l'achat, ou bien on va commencer par la date du paiement, la date de vente, jusqu'à la réception, bien la perception des paiements des clients. Comment on appelle ce bricolage, ce dépannage? Comment on l'appelle? Ça veut dire la chose que vous allez utiliser pour vous dépanner, comment on l'appelle en finance? Donc, quand vous allez vendre à un client, vous avez besoin d'un fonds de roulement pour rouler là, pour que la machine roule. Les fournisseurs ne vont pas attendre à ce que vos clients vous payent, non. Donc ça, il y a une répercussion un petit peu lourde sur la trésorerie. Parce que le service que vous avez vendu, le produit que vous avez vendu, l'article que vous avez vendu, la marchandise que vous avez vendue, ben vous avez déjà, pour les avoir, vous avez déjà dépensé, déboursé de l'argent. Il va falloir attendre le paiement du client et entre ce temps-là, il y a des frais à payer. Il y a de l'argent à payer. Donc, il faut être prêt à avoir une liquidité, une trésorerie qui va vous permettre de faire face et honorer vos engagements en attendant la perception des paiements de vos clients. Maintenant, on va voir. Donc, je reprends la classification. J'ai dit qu'il y a les clients et gouvernement. Le client, quand vous payez, quand vous vendez avec des délais de paiement, ça devient une créance. Les taxes à la consommation, si la TPS, la TVQ payée est supérieure à la TPS et la TVQ perçue sur et collectée sur les ventes, ben la différence à recevoir, ça figure dans les comptes recevables. Impôt à recevoir aussi. Nous avons pour impôt à recevoir, si vous êtes une entreprise individuelle ou en nom collectif, ben quand vous allez faire en tant que travailleur autonome, votre déclaration d'impôt, ben vous allez recevoir, comme on dit entre parenthèses, un retour d'impôt. Les actionnaires aussi, quand vous allez prêter les actionnaires de l'argent, ben c'est une créance qui doit être normalement remboursée. Même chose pour les avances sur les salaires donnés et octroyés aux employés. Ben, c'est une créance qui doit être apurée,
remboursés par un prélèvement automatique sur les salaires. Nous avons aussi les intérêts à recevoir. Les intérêts à recevoir. Il y a des fournisseurs qui appliquent des intérêts sur les créances, comme il y a aussi des intérêts sur ce qu'on appelle intérêts générés par les placements effectués par l'entreprise, par l'intermédiaire des courtiers financiers, traders, etc. Et il y a les dividendes à recevoir. Supposons que vous êtes une entreprise, vous êtes actionnaire dans une autre entreprise, et bien à la fin de l'exercice financier, une assemblée générale annuelle sera tenue et dans les discussions, l'ordre du jour, il y a des résolutions parmi lesquelles on trouve ce qu'on appelle la décision sur la distribution ou non des bénéfices réalisés dans l'exercice, à la fin de l'exercice financier. Si on a décidé de distribuer aux actionnaires une partie du bénéfice, bah, ça devient quelque chose, une créance, quelque chose qu'on doit recevoir. C'est dans les recevables. Les charges payées d'avance. Les charges payées d'avance, ça aussi, ça constitue une créance vis-à-vis à l'entité qui a perçu ce montant-là. Maintenant, nous arrivons au troisième élément qui est le contrôle interne. Donc, le premier élément qu'on a vu, c'est quoi les créances. Deuxième point, classification des créances. Et maintenant, on est dans le contrôle interne. Est-ce que quelqu'un peut parler, prendre le micro et me dire dans sa tête qu'est-ce que ça veut dire le contrôle interne? Donc, en résumé, le contrôle interne, comme on a dit, c'est l'ensemble des moyens humains, techniques, matériels, financiers, en plus des procédures, consignes, règlements, lois, directives, instructions, ils sont mis en place pour s'assurer qu'on va atteindre des objectifs déterminés par l'entreprise et que le patrimoine de l'entreprise sera préservé, protégé et protégé. Voilà, et conservé. Donc, pour réduire le risque de perte lié au crédit accordé à ses clients, l'entreprise doit absolument mettre en place des politiques, des consignes, des procédures et des outils de vérification et de suivi pour s'assurer qu'on n'aura pas des surprises, des mauvaises surprises. Ça, c'est une petite définition. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle les éléments du composant le contrôle interne, ou bien les composantes du contrôle interne. Système d'organisation, je l'ai oublié de le mentionner, c'est l'organigramme aussi. Vous avez tout ce qui est système de documentation et d'information, le système de travail, support technique, etc. Ça, c'est la définition. Donc, le contrôle interne poursuit un objectif global, la maîtrise par un organisme de ses activités, etc. Ça, on a. Donc, le premier élément de contrôle interne, c'est la séparation des tâches. Deuxièmement, s'assurer de la capacité financière du client à payer ses engagements, le contrôle des livraisons et des expéditions des marchandises. Il y a le système informatique qu'on va utiliser. Il y a la manière avec laquelle on cherche notre argent, on fait le recouvrement. Et enfin, la radiation, comment on va contrôler les radiations. Ça, vous allez trouver dans la page 105 de votre manuel comptabilité 2.
La séparation des tâches, d'une manière générale, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un simple exemple. Supposons, et ça on a parlé l'autre fois dans le chapitre 2 de l'encaisse, et on a dit que quand vous allez donner l'argent au caissier, le caissier est en même temps caissier, en même temps financier, en même temps comptable. Donc, il accumule, il accapre, il cumule, il monopolise des tâches incompatibles. C'est comme s'il y a entre une personne qui est en même temps juge et en même temps partie prenante. Un caissier doit faire les affaires, les tâches d'un caissier. Demander l'alimentation, le renflouement de la petite caisse, préparer le rapport de la petite caisse, donner les avances aux gens qui veulent acheter des dépenses dont le montant sont faibles. Il n'a pas le droit de faire la comptabilisation. Un autre exemple, vous avez un comptable, ça je le vois souvent dans les petites entreprises. Le comptable, il est en même temps comptable, en même temps financier, en même temps acheteur. Ça veut dire, c'est lui qui passe les commandes chez les fournisseurs, c'est lui qui prépare les paiements, c'est lui qui comptabilise les achats, celui qui comptabilise les paiements, c'est lui qui prépare les chèques de paiement. Ça constitue ce qu'on appelle, il y a un principe qu'on appelle principe de séparation des tâches ou bien principe d'incompatibilité. Les tâches sont incompatibles. Donc, il y a une incompatibilité des fonctions, incompatibilité des tâches. Généralement, il y a des tâches, il y a des fonctions, il faut qu'elles ne soient pas cumulées entre les mains d'une seule personne. C'est la fonction de détention, autorisation, décision et accès. Le magasinier, il ne doit pas en même temps gérer le stock, en même temps décider chez qui on va acheter, en même temps valider le paiement d'un ou des fournisseurs. C'est incompatible, ces tâches-là. Ça va engendrer des abus et ça va engendrer des actions malhonnêtes comme détournement, vol, etc. D'accord? Il y a beaucoup de fraudes qui ont été, pardon, des fraudes qui ont été décelées et on s'est rendu compte comme quoi le fait de donner 3 tâches à une seule personne, ces tâches-là incompatibles, ben, c'était la source principale des fraudes et des fausses manœuvres et manipulations. Et, et dans toute cette histoire-là, ce qui est concerné, c'est le patrimoine. Donc, si vous donnez plusieurs tâches incompatibles entre elles à une seule personne, le patrimoine est en danger. D'accord? Le patrimoine est en danger. Et le contrôle interne, on dit que le contrôle interne, il est défaillant. Quand les moyens humains, matériels, techniques, procédures, etc., sont bien faits, bien instaurés, on dit qu'on a un contrôle interne satisfaisant, un contrôle interne fiable, un bon contrôle interne. Si c'est l'inverse, on dit qu'il y a un contrôle interne défaillant. Il y a une défaillance, il y a des failles dans le contrôle interne, et c'est un risque d'affecter le patrimoine de l'entreprise.
Donc, la séparation, c'est juste l'explication. Par exemple, on prend le cas que je vous ai énuméré tantôt. Aucune personne ne doit avoir sous sa responsabilité toutes les étapes clés d'une opération, par exemple, fonction de, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui détient l'argent ou la marchandise, c'est lui qui enregistre, qui saisit et qui fait le traitement, et le cumul d'au moins deux de ces quatre fonctions ne permet pas d'avoir, comme je disais tout à l'heure, un bon système de contrôle interne susceptible de fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs et aussi à la protection et la préservation du patrimoine de l'entreprise. Regardez, je vous ai mis quelques tâches. Regardez, les tâches qui doivent être séparées. Par exemple, préparation des bons de commande. Retenez bien ces incompatibilités parce qu'on va les voir dans le troisième point relatif au contrôle des marchandises expédiées. Donc, il y a préparation des bons de commande. Approbation, ce n'est pas lui qui doit approuver les conditions, ce n'est pas lui qui va approuver les crédits, ce n'est pas lui qui doit préparer les bons d'expédition, ce n'est pas lui qui va préparer la marchandise, ce n'est pas lui qui va valider l'expédition, ce n'est pas lui qui doit préparer, annuler, valider les factures, etc. D'accord? Celui qui valide les factures, ce n'est pas celui qui doit normalement saisir au journal général des ventes, valider les entrées comptables, entrer au compte grand livre auxiliaire des clients, etc. L'appériement des bons d'expédition, c'est-à-dire le recoupement des factures, ce n'est pas celui qui doit faire la conciliation de la facturation, etc. Donc, ces tâches-là que vous allez voir, il ne faut pas qu'ils soient accumulés et détenus par une seule personne. D'accord? Sinon, vous aurez des problèmes et des mauvaises répercussions et ça va affecter le fonctionnement du contrôle interne et par conséquent, ça risque d'affecter la pérennité de l'entreprise et la préservation du patrimoine de l'entreprise. Donc, je vais terminer avec le premier point qui est la séparation des fonctions et on va voir ce qu'on appelle la politique de crédit concernant l'évaluation de la capacité financière des clients à honorer leur engagement. Maintenant, on va voir le deuxième élément et deuxième composante d'un bon contrôle interne relatif aux créances, gestion des créances, c'est la capacité de payer des clients. Avant, je vous donne juste un exemple qu'on a évoqué tantôt, c'est les avances aux salariés. Est-ce qu'un salarié qui touche dans une quinzaine 1500 $ et il demande une avance de 1800 $, est-ce que vous allez lui accorder une avance? Donc, parmi les composantes du contrôle interne, il y a ce qu'on appelle l'évaluation de la capacité du client à honorer ses engagements. Politique de crédit doit décrire toutes les étapes à suivre et tous les documents à remplir pour décider si on accorde un crédit à un client ou non. OK? Qu'est-ce que ça veut dire un client éventuel? Qu'est-ce que vous entendez par client éventuel? La politique de crédit, en résumé, avant de lire une petite description, c'est que il y a un client qui désire acheter auprès qui désire devenir votre client. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez étudier tout d'abord la capacité financière, la situation financière de ce client-là. D'accord? Qu'est-ce que vous allez demander? Dites-moi, s'il vous plaît, écrivez-moi, qu'est-ce que vous allez demander? Donc, l'entreprise
va exiger d'un nouveau client, bien un client potentiel, des informations sur sa situation financière, soit financière, même s'il y a une entreprise, parfois on demande les situations financières des propriétaires de cette entreprise-là. Même on va les faire signer des documents comme quoi ils vont se porter comme garants. Et le cas le plus frappant, c'est quand vous êtes une entreprise qui vient juste d'être créée, vous n'avez pas un passé, un historique, et vous allez acheter une auto. On va vendre l'auto, mais vous allez signer, vous allez être co-signataire dans le contrat d'achat de l'auto en tant que garant personnel. D'accord? Donc, il va lui demander l'autorisation écrite, ça fait normal pour faire des informations confidentielles, personnelles. Donc, pour pouvoir faire des recherches, des investigations, des enquêtes, ben, il va falloir que la personne concernée, le client concerné, vous signe un consentement, une autorisation pour faire des enquêtes sur lui. Tout ça, on parle de la solvabilité, etc. Et parmi les organismes qui aident les entreprises à avoir une idée sur l'historique des crédits, est-ce qu'il n'a pas de problème de crédit, est-ce qu'il n'a pas fait de faillite, est-ce qu'il n'avait pas un problème d'insolvabilité, etc. On va se diriger vers soit Equifax, soit TransUnion. Et normalement, on va accorder un chiffre, ce qu'on appelle un score, selon votre situation. Par exemple, selon votre dossier. Si votre score il est entre 300 et 549, votre dossier est très, très faible et personne ne va vous accorder un crédit. 550, 619, c'est faible. 620, 649, c'est moyen. C'est à l'entreprise de juger. 650, 699, c'est bon. Entre 700 et 749, c'est très bon. L'excellence, c'est au-delà des scores de 750. Comment généralement on compile le score? Vous voyez à votre droite, ce qui influence la cote, ou bien le score. 10%, c'est le nombre de créanciers, le nombre de comptes. 10% est alloué à la demande de nouveaux crédits. 15% est lié aux antécédents de crédit. 35% est basé sur l'historique de paiement. Et enfin, 30% est jugé selon votre solde par rapport à la limite que vous avez de crédit qu'on vous a accordé. Okay. Ça concerne politique de crédit. Le troisième élément qui compose le contrôle interne et qu'on va voir après la petite pause, c'est le contrôle des marchandises expédiées. Je répète encore une fois, comme on a un cycle comptable, eh ben, on a aussi un cycle commercial. Le cycle comptable, on a dit, il y a dépouillement-tri, validation des pièces, servant de base pour faire la comptabilité. L'écriture comptable dans le journal général, report dans le grand livre auxiliaire, base de vérification, redressement, base de vérification pré-redressement, état financier et clôture. Le cycle commercial, il est très important de le connaître, de le maîtriser afin de voir où va se localiser le problème qui pourrait affecter les ventes, ça veut dire affecter les créances. Si on prend acheteur et vendeur, allez-y, on va voir ensemble. Attendez. Voilà, on laisse ça. Regardez, je suis fournisseur, vous êtes client. Quelle est la première chose que le client doit faire?
vous désirez acheter des ordinateurs, vous désirez acheter du bureau, vous aimez acheter la marchandise, article, service, quelle est la première chose que vous allez faire? Moi, je suis le fournisseur, ok? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes le client. Le prix, ça veut dire quoi le prix? Qu'est-ce que ça veut dire le prix? Écrivez-moi une phrase correcte, complète. Le prix. Comparer les prix. Mais avant de comparer les prix, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il y a une autre phase avant de comparer les prix. Vous allez demander les prix tout d'abord. D'accord? Vous allez demander les prix. C'est ce qu'on appelle, vous allez demander, moi je suis fournisseur, vous allez demander un devis. Moi, en tant que fournisseur, je vais vous faire parvenir un document, vous êtes fournisseur, vous allez m'envoyer un document qu'on appelle demande d'un devis ou bien demande d'une offre. Vous allez m'écrire, bonjour mesdames et messieurs, prière de nous faire parvenir dans les meilleurs délais vos offres ou bien vos prix concernant les articles mentionnés ci-dessus. Vous avez un tableau, désignation de l'article, quantité désirée. Et en bas, vous allez écrire, sans oublier bien sûr, vos conditions de vente, de paiement, de crédit, de garantie. Très bien. Donc, vous m'avez envoyé ce qu'on appelle demande de devis. Moi, j'ai reçu votre demande de devis. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous répondre avec un document dans lequel je vais mettre bonjour, mesdames, oh, messieurs. En réponse à votre demande de prix, voici sur un prix les éléments de notre devis. Ça s'appelle un devis. Parfois, on l'appelle facture pro forma. Généralement, on ne l'utilise pas ici au Canada, mais on l'utilise ailleurs. Le devis, vous avez votre article, désignation, référence, quantité à acheter et le prix que je propose. Dites-moi l'étape suivante. Vous avez reçu mon devis, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis en train de voir la boîte de clavardage. Préparer un bon de commande. Avant de préparer un bon de commande, donc vous allez vérifier effectivement est-ce que c'est plausible, c'est raisonnable, c'est admissible ce que le fournisseur, qui est moi, ce que je vous ai proposé. Et vous allez essayer d'entrer en contact avec moi et négocier. Mais généralement, la majorité des clients qui sont vous, ils vont envoyer le même devis à divers fournisseurs et vous allez recevoir pas mal de devis et vous allez comparer. Vous allez essayer, toujours je vous suggère de se baser sur rapport prix-qualité, pas uniquement le moins disons. Très bien. Supposons que vous avez choisi un fournisseur. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que client? Vous êtes client, moi, je suis fournisseur. Qu'est-ce que vous allez faire? On est d'accord, ça y est, on a négocié et on s'est bien arrangé. Qu'est-ce que vous allez faire? Exactement, vous allez préparer un bon de commande. Vous, client, vous allez m'envoyer un bon de commande. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas vous envoyer la marchandise sans avoir votre accord, votre acceptation, votre validation, votre approbation du terme qui est figuré sur le devis que je vous ai envoyé. Et contenait, bien sûr, quantité à acheter, prix unitaire, conditions de paiement, conditions de livraison, conditions et politiques de
remboursement ou ce qu'on appelle de garantie. Donc, le bon de commande, c'est un document établi par le client et envoyé à son fournisseur pour lui confirmer qu'il est d'accord avec ce qu'il lui a proposé. On appelle le bon de commande. Le devis du fournisseur, c'est un document établi par le fournisseur et envoyé en réponse à son client pour lui proposer, pour lui offrir les prix demandés, sollicités par le client. Après le bon de commande, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'étape suivante? Vous m'avez envoyé le bon de commande. Qu'est-ce que je dois faire en tant que fournisseur? Livrer. OK. Qu'est-ce que je dois livrer? Livrer de la marchandise avec bon de livraison. OK. C'est vrai. Donc, une fois j'ai reçu le bon de commande, je dois vérifier le bon de commande. Est-ce qu'il est conforme à notre entente, à notre arrangement? Si c'est le cas, ben, on va préparer l'expédition et la livraison de la marchandise. Parfois, la marchandise que je vais envoyer, il doit être accompagné avec, obligatoirement, avec un bon de livraison et optionnellement avec une facture. Parce qu'il y a des fournisseurs qui n'envoient pas la facture avec le bon de livraison. C'est question de confidentialité des prix, donc ils préfèrent envoyer ça directement à la comptabilité ou bien finance ou bien commercial, etc. Le bon de commande, le bon de livraison, pardon, le bon de livraison, comment vous allez être sûr que la marchandise a été bel et bien livrée au client? Comment vous allez être sûr quel est le moyen à utiliser? Nous, on est en train de voir les éléments de contrôle interne de cette partie-là que le manuel a accordé plus d'attention. Donc, comment vous allez être sûr que la marchandise que vous avez envoyée à votre client, il a été bel et bien livré et reçu? On voit un bon de réception. Non. Bon de réception, c'est un document, normalement, c'est un document interne. D'accord? C'est un document interne à l'entreprise. Et bien, signature à la réception, non? Généralement, tous les documents commerciaux, quels que soient, ils sont édités toujours en plusieurs exemplaires, en plusieurs copies, en plusieurs duplicata. Par exemple, je suis le client, l'acheteur, j'ai préparé une demande de devis. Je suis le commercial. Je prépare le devis en 5 ou 6 exemplaires. Un, je vais le garder. Un, je vais l'envoyer au fournisseur. Un, je vais l'envoyer au magasinier. Un, je vais l'envoyer au comptable. Un, je vais l'envoyer au financier qui va payer. Le fournisseur, quand il va me préparer le devis, lui aussi, il va envoyer en copie. Parce que le fournisseur, quand il va préparer le devis, le service vente ou bien commercial du fournisseur, il va le faire en copie. D'accord? Pour moi, c'est des copies. Un copie, je vais le garder, je vais le joindre à demande de devis. L'autre, envoyer à comptabilité, finance, magasinier, etc. Quand j'ai préparé le bon de commande, je vais le préparer en plusieurs exemplaires. Un pour la comptabilité, un pour le financier, un pour le magasinier, c'est très important, et un pour le fournisseur. Le fournisseur, quand il va me livrer la marchandise, ben, il va me livrer le bon de livraison. Parfois, on l'appelle bon d'expédition, mais généralement, c'est un bon de livraison, c'est le terme le plus correct, en plusieurs exemplaires. Supposons le livreur, il va ramener 5
bon de livraison. Il va me donner 4 que je vais garder. Un, je vais le donner au comptable. Un, je le donne au magasinier. Un, je le garde. Le 4e au financier. Il reste le 5e. Le 5e, je dois le signer comme quoi j'ai bel et bien reçu la marchandise par réception. Il y a une grande différence. Mais avant de signer le bon de livraison, qu'est-ce que vous devez faire généralement? Toujours, avant de signer un bon de livraison, il faut vérifier. Ça veut dire qu'il faut ce qu'on appelle, il faut faire la réception. Il y a 2 types. La réception, c'est quoi? C'est que je vais prendre le bon de commande, qui est le document qui confirme ma confirmation et mon accord et mon approbation de l'offre des prix des fournisseurs ainsi que les quantités. Je dois le comparer avec le bon de livraison et avec le physique, la marchandise elle-même. Donc, il y a un recoupement, un triple recoupement. Si jamais vous avez la facture, même la facture, il faut la vérifier. Dans le bon de commande, j'ai commandé, par exemple, pour un article, 50 quantités. Est-ce que 50 quantités ont été livrées? 1, 2, 3, 4, 50. C'est bon. Le BL, est-ce qu'il y a 50? Oui. La facture, est-ce que c'est 50 qui sont facturés au plus? C'est correct, etc. Est-ce que quelqu'un peut me dire, quand on fait une réception, généralement, il y a 2 types de réception. 2 types de réception des marchandises. Lesquels, s'il vous plaît? L'exemple que j'ai donné pour les types de réception, vous êtes le responsable du service informatique, vous avez commandé l'achat des ordinateurs avec certaines caractéristiques et caractéristiques bien spécifiques. Moi, je suis un magasinier. J'ouvre le magasin et j'attends la marchandise. La marchandise arrive. J'ai un bon de livraison. J'ai mon bon de commande. Moi, je ne suis pas un technicien informaticien. Je ne suis pas un connaisseur dans les configurations des ordinateurs. Avant l'arrivée de la marchandise, je vais vous appeler en tant que responsable qui a commandé cette commande qui vient d'arriver ou bien qui va arriver. Bonjour, madame, monsieur. Demain ou cet après-midi ou dans 2 jours, on va recevoir votre commande. S'il vous plaît, soyez à l'heure pour vérifier est-ce que les caractéristiques techniques sont respectées. C'est ce qu'on appelle la réception qualitative. Moi, en tant que magasinier, je vais vérifier le nombre, les quantités, ce qu'on appelle la réception quantitative. Votre vérification en tant que connaisseur du matériel, vous allez faire la réception qualitative. Donc, toutes mes remarques, toutes mes vérifications, tous mes constats, mes commentaires vont être portés sur un document qu'on appelle bon de réception. Colonne référence, article, désignation, quantité commandée, avec prix unitaire, quantité livrée, quantité mon compte, quantité c'est-à-dire plus qu'on a commandé, on va faire l'écart, de quart plus ou moins, quantité retournée, parce que si jamais vous avez trouvé des dommages, des défauts, des détériorations, des défectuosités, vous n'allez pas accepter ces ordinateurs-là. Vous n'allez pas accepter les imprimantes défectueuses, endommagées. Vous n'allez pas recevoir un article qui est abîmé. Donc, vous allez mettre dans le bon de réception, retourner. Et comme le fournisseur, il vous oblige de signer
une copie de bon de livraison qui doit être retournée à votre fournisseur, moi, en tant que magasinier, les marchandises, les articles, les produits que je ne vais pas accepter et que je vais retourner, je dois préparer ce qu'on appelle un bon de retour que le livreur doit me signer une copie comme quoi la marchandise que j'ai reçue, il y avait une marchandise que j'ai réceptionnée, acceptée, et il y en a des quantités, des articles, pardon, qui ne sont pas conformes au bon de commande, soit par défaut, soit par défectuosité, abîmé, non commandé. Parfois, j'ai commandé HP, il m'a livré, par exemple, Mac, il m'a livré Samsung, non commandé. OK? Donc, le bon de retour, très important, on l'établit pour matérialiser et officialiser les quantités ou les articles retournés. Une fois j'ai fini mon bon de réception, je prépare le bon d'entrée au magasin. Donc, bon de réception, c'est un document établi par le magasinier, le réceptionnaire, ou bien le réceptionniste, qui va vérifier, comparer le bon de commande avec bon de livraison et parfois la facture, et établir des bons de retour s'il y a des marchandises, des articles à retourner, et il va signer une copie du bon de BL qui va être retourné au fournisseur pour confirmer la réception de la livraison de la marchandise. Et si jamais il y a de l'article à retourner, ben, on va mentionner les. Et dans le BL, bon de livraison, même on va mentionner les quantités manquantes, les quantités non commandées, les quantités à retourner, etc. D'accord? Donc, c'est ça la chaîne commerciale et qui va se clôturer, bien sûr, par le paiement. Et c'est dans ce paiement-là qu'il y a le problème dû au contrôle interne s'il est défaillant. D'accord? Donc, pour voir la relation, regardez, comme vous le voyez ici dans ce système-là, s'il y a un non-respect, s'il y a un non-respect de chaque consigne, chaque directive donnée dans chaque phase de la chaîne commerciale, vous aurez de mauvaises surprises concernant le paiement. OK? Par exemple, si jamais votre client il n'a pas signé le bon de livraison, si jamais vous n'avez pas mis en place des mesures de contrôle de vérifier les marchandises que vous allez envoyer, est-ce qu'ils sont conformes avec le bon de commande du client, est-ce qu'il y a un BL, est-ce que vous vérifiez le retour de marchandises, etc. Parce que le non-respect de ce procédé, les composantes de cette chaîne commerciale, eh ben, il aura un mauvais impact sur le paiement de la marchandise que vous avez expédiée. Et si jamais la créance n'est pas réglée, ben, vous avez affecté et vous avez mis en péril le patrimoine de l'entreprise, en l'occurrence des marchandises. Donc, tout ça, on vous donne des schémas pour avoir un bon contrôle des marchandises expédiées et éviter tout problème éventuel. Je vous ai mis quelques modèles de documents commerciaux qu'on utilise. Voilà, on a vu la chaîne commerciale. S'il n'est pas respecté, eh ben, les ventes que vous allez faire, etc., il y aura des problèmes de recouvrement, de paiement, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un respect des consignes,
des directives, des procédures exigées, imposées, instaurées, mises en place par l'entreprise. Maintenant, on arrive à un autre élément qui joue un rôle très important dans le contrôle interne des créances. Il s'agit de votre moyen technique utilisé pour traiter, évaluer et suivre toutes les transactions relatives aux créances. Pour ce qui est le suivi, le traitement automatique et le suivi efficace et la disponibilité instantanée des informations sur la situation de nos clients, ça nous permet d'anticiper les dégâts, d'anticiper les mauvaises surprises, d'anticiper les problèmes. D'accord? Donc, on va voir une petite définition donnée par votre manuel, la page 106. Qu'est-ce qu'il dit? Le système comptable de l'entreprise doit fournir une information pertinente, exacte, disponible à n'importe quel moment sur la balance, le restant dû, le solde dû de chaque client. De plus, chaque mois, là, on parle de ce qu'on appelle les travaux de fin de période. Depuis chaque mois, le responsable de la comptabilité devra s'assurer que le total des comptes de tous les clients présents au grand livre auxiliaire des clients est égal au compte client au grand livre. Ça, on l'a vu en comptabilité 1 et on va le voir dans la simulation, dans le cours projet d'études en comptabilité avec la simulation Octopus. Vous avez 5 clients. Client A, client B, client C, client D, client E. 5 clients. Donc, on les appelle le grand livre auxiliaire A, le grand livre auxiliaire B, le grand livre auxiliaire B, A, B, C, E et D. D'accord? Donc, A, B, C, D, E, pardon. Le total de ces 5 grands comptes, bien grand livre auxiliaire, A, B, C, D, E, doit égaler le total le grand livre général, bien global. Pour illustrer l'importance d'un système d'information fiable et efficace, regardez ici, je vous donne un simple exemple de logiciel que vous allez voir avec moi, c'est Acomba. Vous voyez, Acomba, il vous donne des modules comme client, comptabilité, gestion des relations avec la clientèle, CRM, ce qu'on appelle CRM, Customer Relationship Management, comptabilité, point de vente, les succursales que vous avez, etc. Et la facturation. Autre exemple, le système doit normalement vous donner à n'importe quel moment le nombre de facturations, nombre de paiements effectués, les paiements qui restent dus, l'âge, ça, combien de temps le montant n'a pas été réglé. Depuis 30 ans, pardon, 30 jours, depuis 60 jours, 90 jours, 180 jours. Combien d'expéditions on a fait, les retours d'articles, les BL effectués, comment dirais-je, est-ce qu'on a comblé, on a répondu, on a satisfait le manquement de quelques articles ou bien quantité de quelques articles, les rapports pour une période bien déterminée, et on prend ces documents-là que vous voyez, c'est le commercial, c'est un module commercial. Et bien, qu'est-ce qu'on va demander au comptable? De faire la même chose. Donc, éditer les grands livres auxiliaires qui sont historiques des transactions par client, et on va faire ce qu'on appelle le recoupement, le matching, le recoupement, le rapprochement, la conciliation de ce qu'il y a chez le commercial avec ce qu'il a le comptable. Et il faut qu'on trouve
trouve pas beaucoup d'erreurs. Généralement, si on fait un très bon traitement ici, un bon suivi, on n'aura pas de problème dans les états finaux. D'accord? Donc, une fois on trouve quelques anomalies, ben, il faut anticiper en cherchant les raisons, les motifs, et on passe au redressement et à la correction et au redressement. Euh, Par exemple, on prend un système qui est très connu, par exemple. Donc, l'éditeur, il dit que notre système de comptabilité client vous montre ce que vous doit chaque client à n'importe quel moment. Ça, c'est le bon système d'information fiable et efficace. Vous n'allez pas laisser traîner une créance longtemps, sauf si vous n'avez pas un bon système de suivi qui va vous dire, écoutez, chaque moment, le montant dû par le client, depuis combien de temps, et vous pouvez même voir tout l'historique, toutes les transactions réalisées avec le client. D'accord? Et tout d'abord, ça commence de l'intérieur. Ça veut dire, et ça, toujours je le faisais, je ne compte pas sur les documents commerciaux. Je demande aux commerciaux de préparer leurs documents commerciaux, les vérifier, les ajuster, les redresser, les corriger en cas d'anomalie, d'irrégularité, des écarts inquiétants. Et aussi, je demande la même chose aux comptables. Préparer les documents comptables, journal général, grand livre auxiliaire, base de vérification, vérifier est-ce que il y a la bonne imputation comptable, la bonne utilisation, etc. Et je demande à ce que les commerciaux comparent avec les comptables. Le comptable va envoyer ces documents relatifs aux créances aux clients recevables, aux comptes recevables, aux commerciaux, et aussi les commerciaux vont envoyer les situations, documents commerciaux concernant le même objet pour que tout le monde se compare, ok, se rapproche, se concilie. D'accord? Et ça, c'est une très bonne chose. Si vous n'avez pas un bon système d'information fiable et efficace, croyez-moi que vous allez vous noyer dans l'obscurité, vous allez vous noyer dans les problèmes et les dégâts collatéraux qui pourraient vous coûter cher. Okay? Automatisez, envoyez sans tarder vos factures clients et ne laissez pas traîner les impayés. Soyez clair sur vos conditions de paiement. Le délai standard, par exemple, de 30 jours. Apprenez à connaître les dates de paiement de vos clients. Méfiez-vous des retards, car il est possible qu'un client qui ne vous a pas payé soit sur le point de mettre la clé sous la porte, c'est-à-dire fermer sa boutique, fermer le rideau, faire faillite. Et qui est le victime? C'est le créancier qui est l'entreprise qui n'a pas mis en place un bon système d'information. Okay. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? J'ai parlé du système intégré de gestion, ou bien ERP, ou bien ProJCL, parce que c'est ça le système d'information fiable et efficace. Si je reviens en arrière, regardez, vous voyez ici, vous avez la comptabilité, vous avez la société, vous avez commercial, comptabilité, client, facturation, inventaire. Vous avez même les états. Si vous cliquez sur comptabilité, vous aurez le journal général, le grand livre, balance de vérification, bilan, et dans un seul système d'information qu'on appelle le ProJCL. Vous avez ici les interfaces en bas, après vous aurez la paie, etc., etc. Donc, si l'entreprise, en ce qui concerne le cas des créances, si l'entreprise a un bon système d'information fiable, efficace, comme SAE50, comme QuickBooks, comme Acomba, comme Dynacom de Microsoft, comme SAP, etc. Quelle est
quelles sont les faiblesses des logiciels par rapport aux logiciels inverses. Donc, les logiciels, leur point faible, c'est que si vous avez un logiciel de comptabilité, vous n'avez que la comptabilité. Vous ne pouvez pas préparer les devis, vous ne pouvez pas préparer les bons de commande, vous ne pouvez pas préparer les bons de livraison, vous ne pouvez pas préparer les bons de réception, vous ne pouvez pas préparer les factures de vente, vous ne pouvez pas préparer les notes de crédit, vous ne pouvez pas préparer la paie, vous ne pouvez pas préparer les bulletins de paie, la saisie salaire, vous ne pouvez pas faire la rapprochement bancaire, etc. Rapprochement bancaire, parfois vous pouvez le faire, ça dépend. Mais avec le logiciel, vous avez la comptabilité. Quand vous saisissez dans le commercial, vous avez le commercial, comptabilité, la paie. Quand vous saisissez une facture d'achat, vous cliquez sur valider, et bien l'information, elle est logée dans le système commercial, dans la partie commerciale, et envoyée, convertie en comptabilité, en écriture comptable. Mais elle ne sera validée à 100% que si le comptable regarde l'écriture déjà faite et vérifie au correct avec le document qui est là, facture, numéro, date, montant, mode de paiement. C'est bon, il va cliquer sur la valider. D'accord? C'est ça. Mais les logiciels, c'est très bon. Même à l'étranger, si vous prenez, par exemple, en France, donc en France, pour le logiciel qui est très connu en Europe, c'est Sage 100, qui est devenu maintenant i7. Je l'ai beaucoup enseigné à l'étranger. On ne vous donne jamais quand je dis à mes amis qui sont là-bas, qu'on a un Sage qui ne coûte pas cher et tout est là-dedans, ils sont surpris. À l'étranger, tu dois acheter un logiciel par module. Il faut acheter, il faut casquer de l'argent sur, vous achetez un logiciel commercial, Sage commercial, i7 commercial, Sage comptabilité, Sage trésorerie, Sage paie, c'est séparé. Et pour faire le logiciel, on vous vend une moulette, on appelle ça une moulette, si je ne me trompe pas. Et cette moulette-là, vous allez l'installer, c'est elle qui va faire la jonction entre commercial, paie, etc. Les états financiers, il faut acheter aussi Sage pour les états financiers. Regardez combien de logiciels vous avez acheté. Ah, c'est du vol, pour moi, c'est du vol. Heureusement, on est ici au Canada et tout est bien fait. Tous les éléments qu'on a vus, ils sont intéressants et sont importants, ils sont intrinsèquement reliés. Vous ne pouvez pas avoir un bon système d'information fiable et vous avez une mauvaise séparation des tâches, vous avez une mauvaise politique de crédit, vous avez un mauvais contrôle de marchand. Donc, tout est lié. D'accord? Maintenant, on va passer à l'autre élément du contrôle interne, c'est comment aller chercher notre argent qui reste impayé, ce qu'on appelle le recouvrement. D'accord? C'est qu'on appelle le recouvrement. C'est l'élément 5. L'entreprise, normalement, doit se doter d'une politique de recouvrement pour encadrer ses interventions auprès des clients pour encaisser l'argent qui reste chez eux et qui reste, ces clients-là, redevables envers nous. Tant que la période de crédit n'est pas terminée et que le client n'est pas en défaut, il ne faut pas déclencher l'opération de demander le paiement. Il faut respecter. Vous avez donné à un client 30 jours, 90 jours, 60 jours, ben, il faut laisser le délai passer. Les échanges doivent demeurer cordiaux. C'est tout à fait normal. Vous n'allez pas lui dire
c'est il y a des étapes à faire pour recouvrir une créance. Ben, principalement, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est le rôle aussi des commerciaux et des comptables et des financiers aussi. À travers le système que vous avez installé, ben, puisque tout ce que vous désirez avoir, il va vous le donner. Eh ben, il faut toujours, à la fin de chaque période, mois, semaine, il faut éditer l'historique, ou bien ce qu'on appelle le relevé de compte des clients. Il faut les envoyer, bien sûr, soit qu'ils sont payés, soit non encore payés, soit en s'offrant juste un rappel. Vous ne demandez rien. D'accord? Et si jamais il y a des comptes en souffrance, ben vous allez envoyer des rappels concernant l'appurement de ces comptes en souffrance. Donc, envoyer une lettre de rappel lorsque le délai de paiement indiqué dans la police d'envoi est dépassé, c'est tout à fait normal. Sinon, le client va dire, ben, écoutez, ils m'ont oublié, ben, je vais faire semblant comme quoi, moi, je ne suis pas au courant. Ce qu'on font les gens généralement. Deuxième chose, téléphoner au client et lui rendre visite s'il y a lieu. L'objectif n'est pas d'intimider le client. Monsieur, c'est pas sérieux. On était gentil avec vous et vous êtes méchant avec nous. Non, il ne faut pas faire ça. Okay? Mais bien d'évaluer sa situation financière et de fixer avec lui des modalités de remboursement. On peut s'arranger de façon à récupérer notre argent avec un arrangement qui va convenir aux deux parties. D'accord? Mais commencer un autre sujet. Autre chose, confier, si jamais vous n'avez pas les moyens pour aller chercher votre créance, ben, il faut confier ce travail-là à une agence, une société de recouvrement, ou bien vendre la créance. Il y a des entreprises qui achètent les créances, ce qu'on appelle le factoring. Ils vont acheter votre, par exemple, vous avez une facture d'un montant de 1000, ben, ils vont acheter ça à 500, 600. C'est à vous de voir. Et comme dit un proverbe chinois, un œuf dans ma main vaut mieux que 10 poules de main. L'agence de recouvrement, bien l'entreprise de recouvrement, il va vous donner la facture. Il va prendre la facture, la créance de 1000 dollars, il va vous donner 600 dollars ou 500 dollars et elle va s'en occuper d'aller, du centre guillemets, harceler le client pour qu'il règle. Parce que vous n'avez pas les moyens d'une agence de recouvrement. D'accord? Donc, vous n'allez pas perdre votre temps à aller taper sur la porte du client et demander votre argent. Parfois, on peut aller chez des conseillers juridiques, mais ça coûte cher. Et après, il ne reste que les tribunaux. C'est tout. D'accord? Donc, voilà, je vois que les états de recouvrement aussi. Attendez une seconde. La phase épistolaire. Épistolaire, ça veut dire une lettre. C'est un terme de français ancien, archaïque. Épistolaire, ça veut dire les écrits, okay? Les lettres. Donc, s'il y a absence de règlement, on va relancer par courriel, par relance téléphonique. Si ça ne marche pas, on va aller toc, 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 on va faire des visites sur les lieux, chez les clients. S'il n'y a pas d'entente ou de règlement, on va aller utiliser les procédures, même aller voir soit une agence de recouvrement ou aller demander, déposer une plainte au tribunal qui a la compétence de voir les affaires de recouvrement des créances. Le dernier élément, ce qu'on appelle le contrôle lors de la radiation, donc il n'y a pas beaucoup de choses. Je vais vous déposer le document et vous allez voir la suite. Donc,